Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois d'octobre. Et dans ce point lecture, j'ai 4 romans qui sont pas forcément des romans et 3 petits titres graphiques à vous présenter. Je parlerai donc tout d'abord du Manoir au mystère par Luc Blanc-Villain. Il est sorti aux éditions Scrinéo. Je vous parlerai ensuite de Adolfo Kaminski, Une vie de faussaire par Sarah Kaminski. Puis ce sera au tour de Sortir d'ici par René Watson. Après ça, je vous parlerai de... Forcément, je l'ai perdu, voilà. Je vous parlerai de ma lecture audio de Sorcière, la puissance invaincue des femmes par Mona Chollet. Et côté graphique, je vous parlerai de ma lecture du tome 3 de La boîte à musique par Gigi et Carbone que j'ai tant attendu. Ainsi que des 2 premiers tomes de la série Deep Sea Aquarium Magmel par Kiyumi Sugishita. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer avec Le Manoir au mystère par Luc Blanc-Villain. C'est un roman qui est sorti aux éditions Scrinéo à la fin du mois de septembre, donc assez récemment, et que j'étais plutôt curieuse de découvrir. En fait, dans ce récit, on va suivre 2 meilleurs amis depuis toujours. Ils s'appellent Maxence et Victor, ils sont très différents l'un de l'autre. Maxence vit avec son père, ses parents sont divorcés, alors que Victor vit avec sa mère, car son père est décédé. Victor en fait vit dans un monde un peu particulier, il est complètement déconnecté de tous les trucs actuels. Ses amis se moquent parfois un petit peu de lui, bon ça reste gentil, mais sur le fait que voilà, il vit un peu déconnecté des choses, qu'il est un peu coincé dans les années 90. Mais voilà, du coup en fait il y a ces 2 meilleurs amis et ils se disent que voilà, là c'est le dernier été je crois avant leur passage au lycée. Ils doivent faire quelque chose d'un peu plus exceptionnel que d'habitude. Ils ont pour habitude de pas mal explorer les environs et il reste un manoir qui n'a jamais été exploré, qui a une réputation assez mystérieuse, assez effrayante, et donc ils se décident à enfin y entrer pour savoir ce qu'il en retourne. C'est pas du tout un roman dans lequel il y a des aspects horrifiques. En fait, ils vont découvrir à ce moment-là des secrets de famille qui ne les regardent pas forcément, mais dans lesquels ils vont se plonger et auxquels ils vont s'intéresser. Ils vont découvrir du coup différentes personnes de leur ville qu'ils ne connaissaient pas forcément, ou en tout cas ils vont les découvrir sous d'autres aspects. Et tout ça va les emmener ensuite dans une sorte de road trip où ils vont rencontrer un 3e personnage qui va venir s'installer. Et ils vont continuer du coup à découvrir d'autres personnages. En fait, ils découvrent des personnages qui sont plutôt âgés, qui sont en gros des grands-parents. Ils vont remonter sur différents mystères qui ont eu lieu à leur époque, quand eux ils étaient jeunes. C'est un récit que j'ai plutôt bien apprécié, même si j'ai trouvé que le début était un petit peu lent à s'installer. Et si j'ai trouvé également qu'il y avait parfois un petit peu de la surenchère dans les aventures qui étaient décrites. À savoir qu'au final on se retrouve avec une histoire dans une histoire, et puis à chaque fois il y a des détails encore par-dessus et encore des trucs par-dessus pour ajouter peut-être un petit peu de suspense ou un petit peu de côté... un peu abracadabrant en plus, mais j'ai trouvé que c'était parfois peut-être un petit peu trop. Après, ça reste un récit que j'ai trouvé intéressant par rapport aux histoires sur l'amitié, également sur le temps qui passe. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement les 2 garçons que l'on suit, on va trouver un petit peu leur écho dans 2 personnages beaucoup plus âgés qui ont existé, et j'ai plutôt bien aimé ça avec voilà, cette notion du temps qui passe et ce qu'on a envie forcément de replonger dans tout ce qui s'est passé à l'époque. Donc voilà, il y avait des points intéressants et d'autres qui m'ont un petit peu moins embarqué. Ça reste une lecture que j'ai plutôt bien appréciée. Après, je reste assez en dehors de la cible d'âge qui était visée par ce roman-ci, puisque c'est un roman qui est destiné, je pense, voilà, à la période fin collège, début lycée. Et autant dans certains titres ça me dérange pas, autant ici c'est vrai que c'était peut-être un petit peu plus le cas et que du coup le côté surenchère passe peut-être un peu moins bien quand on est plus vieux. Mais voilà, en tout cas ça reste un récit plutôt appréciable et qui pourra plaire, je pense, à pas mal de personnes. Je lui ai mis pour ma part la note de 15/20. Ensuite, j'ai découvert Adolfo Kaminski, Une vie de faussaire par Sarah Kaminski. C'est publié aux éditions du Livre de Poche. C'est un roman qu'on m'a passé, qu'on m'a passé en fait. Donc, il y a une exposition en ce moment jusqu'au 8 décembre, si je dis pas de bêtises, sur la vie d'Adolfo Kaminski, qui était donc un faussaire qui a œuvré depuis la Résistance à Paris avec libération des Juifs, etc. Également ensuite l'aspect post-guerre avec... l'État d'Israël. Il a également œuvré au moment des révolutions cubaines, de la guerre du Vietnam, de la guerre d'Algérie également. Donc voilà,
il y a pas mal du coup une grande période historique finalement qui est couverte à travers ces agissements de faussaires. Et en parallèle de ça, il avait donc une activité officielle qui était celle de photographe. Donc voilà, apparemment l'exposition regroupe ces deux choses-là. Pour ma part, je ne l'ai pas encore visitée, mais c'est vrai que du coup ça m'a donné envie de le faire. C'est une exposition du coup qui est gratuite et qui est à Paris. Et du coup, il y a également ce petit livre qui existe, qui a donc été écrit par la fille d'Adolfo Kaminski, donc Sarah Kaminski, et qui traite du coup de la vie de son père. C'est en fait le père qui raconte et enfin c'est écrit en tout cas comme si c'était le père qui racontait et donc elle qui retranscrit et qui parfois lui pose des questions sur différentes choses, sur différents événements qui ont marqué sa vie. Alors je dois dire que la première partie qui est quand même assez importante, donc sur la Seconde Guerre mondiale, est la plus traitée et c'est celle que j'ai trouvée la plus intéressante aussi, peut-être parce que c'est la période historique que je connais la mieux de toutes celles qui sont abordées. Et on voit vraiment à quel point son investissement va être fort à cette période-ci et à quel point il va changer la vie des personnes de manière assez impressionnante. En fait, voilà, je vais vous lire juste la petite phrase d'accroche derrière. Le calcul est simple, en 1 heure je fabrique 30 faux papiers. Si je dors 1 heure, 30 personnes mourront. Donc voilà, ça explique un peu la situation dans laquelle il se retrouve et c'était hyper prenant pour tout ça. Le reste du récit était intéressant et donnait envie de s'intéresser aux périodes historiques, mais c'est vrai que c'était des périodes que je connaissais un peu moins bien. En tout cas, c'est un texte qui est vraiment prenant, il fait moins de 300 pages et ça se dévore vraiment très facilement et c'est vrai que ça m'a donné envie de me renseigner un peu de mon côté sur la vie d'Adolfo Kaminski et également du coup de me rendre à l'exposition, ce que je projette de faire prochainement. Et du coup j'ai mis la note de 17 sur 20, j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant et j'en discutais avec la personne qui me l'a passé et effectivement c'est un récit qui je trouve... comme il l'a dit, en fait, pourrait être utilisé par des profs d'histoire parce qu'en plus de ça, ça a l'avantage de vraiment traiter de périodes historiques sans pour autant montrer tous les côtés vraiment affreux qui peuvent exister dans pas mal d'autres titres et qui sont pas du coup forcément très faciles à lire pour des collégiens, lycéens. Donc voilà, celui-ci a l'avantage en fait de traiter tous ces sujets-là, mais même s'il y a des événements durs forcément qui se passent, Adolfo Kaminski est juif, donc voilà, dans son entourage c'est pas forcément très joyeux, mais pour autant voilà, il n'y a pas de scène d'horreur décrite ou quoi que ce soit, donc ça reste assez accessible de ce côté-là également, et en plus c'est vraiment prenant et on a vraiment envie de savoir la suite. Ensuite, j'ai lu Sortir d'ici par Renée Watson aux éditions Casterman. Il me faisait hyper envie parce que c'est marqué, il était un peu comparé avec le roman The Hate You Give que j'ai adoré et dont j'adore vraiment l'adaptation cinématographique que je trouve hyper fidèle et en même temps hyper intéressante. Du coup voilà, forcément ça m'a donné hyper envie. Dans cette histoire-ci en fait on suit l'histoire de Jade qui habite à Portland et elle vit en fait dans un quartier qui est considéré comme un ghetto et elle est envoyée, elle décroche une bourse car elle est très bonne élève et elle est envoyée du coup dans un lycée dans lequel il y a principalement des jeunes blancs riches en fait d'une autre partie de la ville. Elle n'a pas forcément énormément d'amis, elle en est pas à sa première année dans ce lycée-là, mais cette rentrée-là va un peu changer parce que non seulement déjà elle va se faire une amie enfin dans ce lycée et puis également elle va être choisie en fait pour intégrer un programme qui s'appelle Entre Femmes et qui a pour but d'aider en fait des jeunes femmes afro-américaines. Elles ont chacune une marraine qui est également une femme afro-américaine qu'on considère qui a réussi et qui peut lui enseigner des choses. Et du coup voilà, elle va se lancer dans ce programme en sachant que pour elle c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait elle se lance dans le programme sans trop savoir ce qu'il va pouvoir lui apporter. Sa marraine est un petit peu bizarre avec elle au début, donc elle a un peu de mal avec tout ça. Et puis à côté de ça, Jade a une passion pour le collège du coup voilà, elle s'intéresse également pas mal à tout ce qui est du domaine artistique. J'ai trouvé que c'était un récit qui était plutôt intéressant, qui a tous les questionnements donc effectivement qu'on pouvait retrouver également dans The Hate You Give avec la jeune afro-américaine en fait qui est partagée entre le quartier dans lequel elle vient, ses amis de son quartier dans lequel elle vient et puis d'un autre côté le lycée, l'image qu'elle donne d'elle au lycée et elle a l'impression voilà, d'être un peu entre ces deux mondes et de donner un peu des faces différentes d'elle-même à chaque fois et d'avoir du mal à se trouver elle-même. J'ai trouvé ça intéressant, c'était un aspect qui m'avait déjà plu dans The Hate You Give et qu'effectivement on retrouve pas mal ici. Après The Hate You Give est beaucoup plus vindicatif dans ce qu'il raconte, dans les événements qu'il décrit qui sont beaucoup plus forts et c'est peut-être un petit peu ce qui m'a manqué ici. En fait j'ai trouvé que le récit était intéressant mais ça m'a manqué d'un petit truc un peu plus prenant en fait, d'un élément en plus qui faisait que c'était plus prenant. Alors ça traite effectivement du racisme ordinaire, en fait du racisme quand il n'est pas forcément perçu par tout le monde, c'est-à-dire qu'elle dit mais oui mais en fait
pourquoi est-ce que c'est à moi qu'on dit certaines choses, que c'est à moi qu'on fait certaines remarques alors que d'autres personnes ont exactement les mêmes agissements que moi? Est-ce que c'est juste parce qu'en fait je suis afro-américaine et que du coup les gens ont plus tendance à penser que je vais voler, que je vais mal me comporter ou quoi que ce soit? Donc toutes ces réflexions-là étaient intéressantes. Après c'est vrai qu'il m'a manqué encore un petit truc en plus pour me sentir un peu plus embarquée dans le récit, et du coup pour ma part je lui ai mis la note de 16/20. Et du coup, le petit dernier que j'ai lu, il s'agit donc de l'essai Sorcière, la puissance invaincue des femmes par Mona Chollet, qui est donc disponible sur Audible, qui a été fait par Lizzie pour la version audio. L'essai de Mona Chollet, j'en avais entendu parler depuis quelques temps, il a fait quand même pas mal de bruit depuis sa sortie, et c'est vrai que j'avais assez envie de le découvrir, et puis voilà, là avec le Pumpkin Autumn Challenge, la catégorie sur les sorcières et le féminisme, autant dire que ça collait plutôt bien, donc je me suis enfin lancée. Alors déjà je dois dire que pour un essai, c'est vrai que moi le côté essai me faisait un peu peur, j'avais peur que ce soit un peu trop explicatif, etc. et pas assez prenant, et finalement j'ai trouvé que c'était vraiment écrit de manière prenante. Et la lecture audio était très bien de ce côté-là. Après la lecture audio a comme défaut que c'est pas forcément hyper pratique pour noter les titres des différents ouvrages qui sont mentionnés, donc bon après je pense que ça peut se retrouver facilement sur internet, mais voilà, c'est vrai que c'est le petit inconvénient de la lecture audio sur ce type d'ouvrage qui en mentionne plein d'autres et qui donne envie de se renseigner sur les différents ouvrages qui sont mentionnés. Ce que j'ai trouvé intéressant avec ce texte de Mona Chollet, c'est qu'en fait elle revient sur pas mal de choses, et elle part en fait des chasses aux sorcières. Elle explique comment les chasses aux sorcières ont été complètement invisibilisées, et voilà, comment est-ce qu'on n'a rien dit dessus, on a fait croire que c'était au Moyen-Âge, qui était une période extrêmement obscure, etc. Alors que pas du tout, c'était la période de la Renaissance qui a eu le plus de chasses aux sorcières. Elle explique aussi voilà, le nombre impressionnant de femmes qui ont été tuées, quasiment essentiellement des femmes. Il y avait quelques hommes, mais c'était très rare, et en général c'était parce qu'on les accusait d'être associés en fait avec des femmes sorcières. Ça explique également cette idée de la sorcière qui est une vieille femme sans enfants, ou qui a tué des enfants, et ce genre de choses. Et ensuite ça fait du coup des parallèles avec le féminisme plus moderne, à travers des thèmes comme du coup la féminité, le désir de maternité, le vieillissement de la femme qui est différemment perçu dans la société de celui du vieillissement des hommes, ou des quêtes de beauté éternelle, enfin voilà, tout ce genre de sujet. J'ai écouté également un petit peu des interviews de Mona Chollet en dehors, qui étaient vraiment intéressantes aussi. Je vous invite à en écouter si vous hésitez à vous lancer dans le récit, parce que je trouve que voilà, ce qu'elle disait en interview, je pense notamment à son passage à la grande librairie, est très fidèle avec ce qu'on retrouve après à l'intérieur du récit. Mais voilà, en tout cas ça traite de tout ça, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ce que j'ai aimé en fait, c'est que ça apporte pas mal de pistes de réflexion sur certaines choses, et que c'est pas forcément un texte qui est très dans la révolte en fait, c'est très axé sur des réflexions et sur des modes de pensée en fait qu'il faudrait changer pour que ce soit plus égalitaire, et j'ai vraiment trouvé ça chouette. Donc voilà, après ça aborde en plus plein de thèmes assez variés, et voilà, tous les thèmes parleront pas forcément à tout le monde. Il y a notamment du coup voilà, la partie sur la maternité qui est très forte, qui moi pour ma part m'a pas mal intéressée je dois dire, mais qui parlera peut-être pas forcément de la même manière à tout le monde. Donc voilà, en tout cas pour ma part ça a vraiment été une chouette découverte, j'ai trouvé ça hyper intéressant, et en plus comme je vous disais j'ai été assez surprise par le fait que ce soit très facile à lire, très accessible, et du coup c'était plutôt une bonne chose. Et du coup j'ai mis pour ma part la note de 17/20. Et du coup on va pouvoir passer au graphique. Côté graphique, tout d'abord j'ai lu donc le tome 3 de la boîte à musique par Gégé et Carbone, c'est aux éditions Dupuis, et le tome 3 s'appelle À la recherche des origines. C'est un tome que j'attendais depuis longtemps, étant donné que le tome 2 était sorti début novembre l'année dernière, donc voilà, ça faisait quasiment un an qu'il était sorti et que j'attendais avec impatience ce tome 3 que j'ai acheté le jour de sa sortie, comme je l'avais fait déjà l'année dernière. Et j'avais vraiment hâte de replonger dans cette histoire. Comme à chaque fois avec la boîte à musique, ce que j'adore principalement ce sont les dessins que je trouve juste magnifiques. Et après du côté de l'histoire, j'aime vraiment bien les histoires, mais c'est vrai qu'elles sont assez légères, puisqu'en fait à chaque fois on a une histoire complète sur 48 pages de bande dessinée classique. Donc là par exemple on peut avoir ce type de planches dedans qui sont quand même très chouettes. Et oui, donc en fait on a une histoire complète à chaque fois, ça traite de différents aspects de l'histoire, mais toujours avec un petit récit complet en fait. Et, ce que je trouve intéressant, même si c'est vrai que du coup ça donne un petit peu une impression que le récit n'est pas extrêmement poussé dans la réflexion, etc. Mais voilà, c'est l'un ou l'autre en fait. Et du coup pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la boîte à musique, c'est l'histoire de cette petite fille qui s'appelle Nola, qui va hériter de sa mère qui est décédée une boîte à musique en fait. Et sauf que cette boîte à musique est une sorte de portail vers un autre monde dans lequel vivent différents personnages. Et dans ce tome 3, ce que j'ai trouvé plus intéressant, c'est qu'en fait cette fois-ci on a les personnages du coup de Pandorian qui viennent dans l'univers de Nola, qui est en gros notre univers à nous. Et
du coup on a une espèce d'inversion comme ça, et en plus de ça je trouvais que ce tome-ci était quand même assez sombre. Il fait écho notamment à des guerres qui ont existé à Pandorien il y a plus longtemps, alors que les tomes précédents montraient un petit peu un Pandorien très luxuriant et assez magique en fait, et plutôt dans un aspect positif, même s'il y a quelques petits trucs négatifs. Là ici on est sur un tome qui montre un petit peu plus de part sombre, je trouve. Mais voilà, j'aime toujours beaucoup les dessins, et l'histoire est vraiment très sympa comme à chaque fois, même si c'est vrai qu'à chaque fois on a envie d'en savoir plus et que c'est toujours un peu frustrant de se dire que maintenant voilà, il faut à nouveau attendre en gros un an pour un prochain tome. Mais voilà, du coup j'ai mis la note de 17 sur 20. Et ensuite, je me suis donc lancée enfin à la découverte de la série Deep Sea Aquarium Magmel par Kiyomi Sugishita, c'est aux éditions Vega. Je les avais depuis maintenant quelques temps quand même dans ma pile à lire, ces 2 premiers tomes. Je savais pas forcément exactement de quoi ça parlait, j'avais été assez intriguée par ces couvertures que je trouve très chouettes. Et c'est vrai que les dessins à l'intérieur sont vraiment très détaillés, et c'est vraiment le style de dessin que pour ma part j'apprécie. En fait, je vais essayer de vous trouver. En fait voilà, il y a des dessins comme ça vraiment assez détaillés que je trouve vraiment très chouettes. Pour ce qui est de l'histoire, en fait c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Kotaro, qui est ce personnage-ci, c'est notre personnage principal. Kotaro, son père est photographe des abysses, et du coup il a toujours été hyper passionné par ce monde des abysses. On ne sait pas vraiment exactement ce qu'il est devenu de son père, en tout cas il n'est plus trop présent dans le paysage. Et en fait Kotaro va se rendre quand il est assez jeune à l'inauguration de l'aquarium qui s'appelle donc Deep Sea Aquarium Magmel. Et cet aquarium en fait c'est un aquarium qui explore les abysses, et du coup on nous montre ici en fait l'aquarium ressemble à ça, et du coup il est vraiment situé dans les abysses, donc on y accède par un train etc qui va sous l'eau, et du coup après on peut voir vraiment les créatures des abysses, et donc c'est vraiment centré sur ça, sur le fait en gros de réhabiliter un petit peu tous ces monstres des abysses pour montrer qu'ils ont également plein d'aspects hyper intéressants. On suit également du coup le directeur de l'aquarium qui est lui, et les différents soigneurs, etc. Et donc en fait après Kotaro lui va se faire embaucher d'abord en tant juste qu'agent d'entretien, mais lui il s'en fiche d'être juste agent d'entretien, il est super heureux d'évoluer dans ce monde qui le fascine, et en fait il a des connaissances énormes sur toutes ces créatures des abysses, et il est hyper heureux de pouvoir évoluer dans ce monde là, et on va découvrir du coup un petit peu comment est-ce qu'il va évoluer, puisqu'on va lui faire après un petit peu des propositions, et j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Du coup c'est un manga dans lequel il n'y a pas forcément d'aspect, il n'y a pas de côté magique ou quoi que ce soit, mis à part que donc voilà il y a cet aquarium qui est hyper, en fait c'est même pas du coup un aquarium, c'est plus un centre d'observation qui est hyper en profondeur, et du coup on a toute cette histoire là avec, ici effectivement il y a un aspect aquarium avec des bassins, mais voilà en fait c'est plus cet aspect là qui contribue à la dimension un petit peu extraordinaire. En dehors de ça, je veux dire, il n'y a pas d'événement magique en tout cas qui se passe. Ce que je trouve vraiment très chouette avec ce manga, c'est que du coup ça aborde quand même des thèmes qui sont pas hyper souvent abordés, avec toutes ces créatures abyssinales, etc. Enfin vraiment, j'ai trouvé ça très chouette. Le personnage de Kotaro est vraiment très sympa, et les autres personnages également sont très chouettes. C'est une série qui est terminée au Japon en 4 tomes, il y a pour l'instant 3 tomes sortis en français, donc voilà, j'espère que le tome 4 je pense devrait plus forcément beaucoup tarder, étant donné que le tome 3 est sorti il y a déjà quelques mois. En tout cas c'est une série qui pour moi a été une bonne découverte, et puis c'est vrai qu'elle est quand même assez originale, elle change un petit peu je trouve de ce qu'on trouve dans le paysage du manga, donc voilà, c'est une bonne surprise de ce côté là. Puis j'aime bien l'univers marin, pas forcément beaucoup celui des abysses que je trouve un petit peu flippant, mais en tout cas vraiment c'était une chouette découverte avec ces 2 premiers tomes auxquels j'ai mis du coup la note de 17 sur 20, et je suis très curieuse de continuer cette série. Sur ce, j'ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres, ou si vous en avez lu certains, à me donner votre avis. Puis pour ma part, je vous laisse, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!